Attendez, j'ai perdu mon fil là. Voilà. Donc du coup, sur l'exemple du barrage, on a trouvé un plan de symétrie. Donc on sait que, on sait que la somme que l'on doit calculer, le résultat de mon intégrale double, c'est forcément un truc qui est comme ça, qui est selon EX. Et donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas calculer directement l'intégrale double, je vais calculer la composante élémentaire. Je crois qu'il est arrivé. Tac. Et ben voilà, Hugo il a réussi à rentrer. Ok. Donc je vais calculer la composante élémentaire de cette force selon X. Alors je vais vérifier que je ne me suis pas planté dans mes signes du coup, parce que sinon ça va être un peu embêtant. Non, là c'est bon. Donc comment je fais? Je projette le petit vecteur dfp selon EX. Donc je fais dfp scalaire EX. D'accord? Ça me fait moins P au point M fois ds au point M fois ER scalaire EX. ER scalaire EX, si je reviens là-haut, donc ER il est comme ça, EX il est comme ça, et là j'ai l'angle θ, les coordonnées polaires. D'accord? Donc du coup, quand je calcule ER scalaire EX, ça fait cos θ. Le petit vecteur, enfin le petit élément ds, ça on l'a déjà trouvé. Et ici, je fais ce qu'on avait fait pareil avec la... Là c'est le même calcul que celui de la vitre plane de mercredi, à savoir, j'exploite juste l'équation barométrique et que j'exprime la pression en un point M de la surface en fonction des paramètres de mon problème. Donc ça c'est l'exploitation de l'équation barométrique. C'est ce que j'avais appelé mercredi la partie on fait la physique. D'accord? Et une fois que j'ai ces trois éléments en place, et j'ai plus qu'à poser le calcul. Donc je remplace chaque terme là-dedans et j'obtiens mon dfp de x. Et après je vais reconstruire la composante de la force en sommant sur tout le barrage. Donc comment je fais pour sommer sur tout le barrage? Il y a une hauteur h d'eau, donc je somme de z allant de 0 jusqu'à h. Et ensuite, le barrage, il était entre les angles, si je reviens un peu en arrière, moins alpha et alpha. D'accord? Là, je peux même faire encore plus simple, ici. Je peux même écrire ça, directement, par symétrie aussi. Je peux dire que c'est 2 fois la somme de z égale à 0 jusqu'à h, de la somme de θ égale 0 jusqu'à alpha, du petit bazar qui était là, avec le moins qui était devant. Le 2, il vient du fait que les petites composantes ici et ici sont les mêmes. Par symétrie, ce sont les mêmes. Donc quand je reconstruis ma surface en intégrant, je peux partir du haut, puis je peux m'arrêter là, et je vais juste multiplier par 2. Ça m'évite d'intégrer 2 fois. D'accord? Alors techniquement, sur le calcul de l'intégrale, ça ne change pas grand-chose. Mais par exemple, si vous devez faire un calcul numérique, si vous intégrez que sur la moitié de la surface, ça va 2 fois plus vite. Donc ça permet de faire gagner un petit peu de temps. Et après, j'ai plus qu'à finir le calcul. Ça, c'est juste un bête calcul d'intégrale. Alors, il faut le faire dans l'ordre. C'est une intégrale double. Donc, vous intégrez d'abord l'une, puis l'autre. Là, j'ai d'abord intégré alpha, l'angle, puis la hauteur. Du coup, on considère que l'intégrale entre 0 et y, elle vaut 1. Qu'est-ce que vous appelez l'intégrale entre 0 et y? Quentin, j'ai pas compris ce que vous vouliez dire là. Prenez la parole si vous avez un micro. En fait, ce que je voulais dire, c'est que... vous m'entendez? Allez-y, ouais, c'est bon. C'est que du coup, comme on fait un produit d'intégrale, il faut bien que l'intégrale entre 0 et y, à un moment, on considère qu'elle vaut quelque chose. Donc si on considère qu'elle vaut 0, ça va un peu casser les calculs. Non, attention. Les intégrales que vous faites, elles servent à reconstruire la surface. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, je fais 2 intégrales, et ces 2 intégrales me permettent de reconstruire tous les points de la surface. Donc, je ne suis pas en train d'intégrer suivant x ou suivant y, je suis en train d'intégrer suivant les petits éléments de surface. Vous voyez, mais les éléments sur lesquels j'intègre, c'est ça. Ok? Ça, c'est la composante de la force suivant y va être nulle. Alors, si vous vouliez le vérifier que la composante de la force selon y était nulle, vous referiez exactement pareil que ce que j'ai fait là.
mais en projetant selon EY. Et la projection selon Y, ça ferait apparaître un sin θ ici. Et un sin θ, quand vous l'intégrez entre moins alpha et alpha, ça fait 0, par parité de la fonction cosinus. D'accord? Donc vous pouvez vous poser le calcul, vous arrivez à 0. Mais l'idée des symétries, c'est de dire, je ne vais pas poser le calcul pour arriver à 0, je vais voir d'avance que ça vaut 0, ça m'évitera de poser le calcul. C'est ça l'idée qui est derrière. Ok? Vous pouvez faire le calcul, mais c'est un peu dommage de faire un calcul d'intégrale double, de projeter 50 vecteurs, pour à la fin tomber sur 0, alors que vous auriez pu le voir d'entrée. Et c'est ça la force du raisonnement par symétrie, en fait. Ça vous donne déjà une info. Voilà, alors après, techniquement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce calcul-là, celui qui est posé là-dessus, en gros, dans l'esprit du programme, c'est déjà relativement technique. D'accord? C'est plus tellement l'esprit du programme de physique que de faire des calculs de résultantes de force de pression comme ça. Ça peut arriver, mais normalement, c'est pas trop ce qu'on va vous demander. Ok? Par contre, ce qu'on va vous demander, c'est d'être capable de traiter ce cas-là, le cas de la poussée d'Archimède. Alors, la poussée d'Archimède, ça c'est un truc que vous avez vu depuis que vous êtes tout petit. C'est le truc qui vous fait flotter dans vos baignoires. L'idée, c'est de dire, on va immerger totalement un corps dans un fluide et on va calculer la résultante des forces de pression. Donc je fais quoi pour faire ça? Eh bien, je refais le calcul que j'ai fait juste avant, donc intégrale double de P scalaire ds. Le ds, il pointe de l'intérieur vers l'extérieur. Donc celui-là, c'est du fluide vers l'extérieur. D'accord? Et je dois être amené à calculer ce truc-là. Alors le rond, il veut dire quelque chose. Le rond, il veut dire que j'intègre sur une surface qui est une surface fermée. Ça veut dire qu'en reconstruisant la surface, je vais être capable... donc une surface fermée, c'est vous partez d'un point de la surface, vous marchez et vous pouvez rejoindre n'importe quel autre point de la surface sans sauter. D'accord? Et puis vous pouvez reconstruire un volume fermé en faisant ça. Donc exemple, à gauche, vous avez des surfaces fermées, vous êtes capable de délimiter l'intérieur et l'extérieur. À droite, là, ça, c'est des surfaces ouvertes. Ok? Donc le rond, quand vous voyez une intégrale double, c'est que vous reconstruisez une surface. Triple, c'est que vous reconstruisez un volume. Intégrale double avec un rond, c'est que votre surface que vous reconstruisez, elle est fermée. Et on verra un peu plus tard cette notation-là aussi. Une intégrale simple avec un rond. Là, c'est que je suis en train de me promener sur un contour et que je reviens au point de départ. Et que j'ai fait un contour, j'ai fait une boucle. Ok? Alors, ce calcul-là, techniquement, vous seriez capable de le faire si votre surface n'était pas trop compliquée. Exemple, un cube, peut-être même une sphère, encore. Moi, je voudrais qu'on soit capable de le faire sur n'importe quelle forme, une surface aussi compliquée qu'elle soit, mais une surface fermée. Et pour ça, on va énoncer le théorème d'Archimède, qui va vous permettre de calculer ce machin-là, sans vous farcir tout ce qu'on vient de faire avant. Alors l'énoncé, c'est le suivant. Les forces de pression exercées par un fluide. Alors Alexis, je recommence avec la notion de fermé. La notion de fermé, vous prenez un bol. Alors, vous avez déjà vu un bol. Prenez votre bol de choc à pic du matin. Hop, comme ça. D'accord? Ça délimite une surface. Si je veux aller de ce point-là du bol à ce point-là, je peux y aller entre guillemets en sautant à travers. Dit autrement, alors une façon encore plus simple de faire, c'est que si vous me remplissez le bol de liquide et que vous tournez le bol, le liquide tombe. D'accord? Cette surface-là est une surface ouverte. Alors que là, vous avez un beignet, là, ici, là, par exemple. Imaginez que vous faites un petit trou, vous remplissez le beignet de liquide, vous bouchez le petit trou, vous tournez le beignet dans tous les sens, le liquide ne va pas fuir. Cette surface délimite un volume et c'est une surface fermée. D'accord? C'est la différence entre surface fermée et surface ouverte. Alors du coup, énoncé du théorème d'Archimède. Alors, le théorème d'Archimède vous permet de calculer la résultante des forces de pression. Ça, c'est assez important à comprendre, parce que du coup, il ne faudra pas faire deux fois le même calcul. Donc, quelle est la résultante des forces de pression? Sous l'hypothèse que vous avez un solide immergé dans un fluide au repos, cette résultante, on l'appelle la poussée d'Archimède, et c'est une force dont le point d'application est le centre de poussée. Donc le centre de poussée, c'est
centre de masse, enfin, le centre de gravité du fluide qui est déplacé, ça je vais vous expliquer ce que c'est, et dirigé vers le haut de norme égale au poids du volume de fluide déplacé. Alors, l'expression de l'énoncé, ça se traduit par la formule qui est écrite ici. Démonstration de ce truc-là. Là, vous avez le solide qui est plongé dans un fluide. D'accord? Donc il subit quoi ce solide? Il subit des forces de pression de partout. Comme ça. Comme ça. Là, je dessine plein de petites forces de pression. Ce solide, je vais fictivement le remplacer. Donc je vais l'enlever par la pensée. Et je vais le remplacer par ce fluide-là. D'accord? Je vais appeler ça le fluide déplacé. Donc je garde la même forme de la surface. Ici, j'avais du fluide. Et je garde le même fluide que j'avais partout. Et je complète le trou que j'obtiens en enlevant le solide par le même fluide. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Non, j'assimile pas le solide à un fluide. Je remplace fictivement le solide par le fluide qui l'entoure. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Parce que si je fais ça, j'obtiens quoi? J'obtiens une jolie surface ici, qui est une surface de contrôle. Et autour, il y a un fluide qui est macroscopiquement au repos. Donc du coup, si j'ai un fluide qui est macroscopiquement au repos avec le même fluide partout, je peux dessiner ici, ça c'est les lignes isobars, que je peux redessiner comme ça. Tac, 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 tac. Donc le fluide déplacé, lui, va être à l'équilibre. Le solide, lui, il n'est pas forcément à l'équilibre, mais le fluide déplacé, il est à l'équilibre. Ok? Donc je peux appliquer le principe fondamental de la dynamique au fluide déplacé dans le cas de l'équilibre. Donc cette ligne-là, ça correspond à l'étude mécanique de ce système-là, qui est un système fictif. Non, le fluide, il ne bouge pas. Le fluide est à l'équilibre, le fluide est au repos. C'est une des hypothèses de travail. Le fluide est au repos. D'accord? Pourquoi il est à l'équilibre? Lequel? Le petit fluide déplacé? Si le fluide déplacé n'était pas à l'équilibre, il y aurait un écoulement. Enfin, il y aurait un mouvement du reste du fluide. D'accord? Et si le fluide déplacé n'était pas à l'équilibre, ça voudrait dire qu'il se mettrait en mouvement soit vers la gauche, soit vers la droite. Oui, d'accord. Donc en fait, il s'appelle fluide déplacé, c'est au sens où j'ai enlevé le solide et je l'ai remplacé par du fluide. Donc c'est pour ça que j'ai dû prendre du fluide qui était ailleurs et l'amener à la place de mon solide. J'ai déplacé du fluide que j'avais mis dans une pelle à un autre endroit et je l'ai rajouté à cette place-là. Ouais, Charles, on peut dire alors en fait, on fait deux choses. D'abord, on enlève le solide, ça fait un trou, et je comble ce trou avec du fluide que j'ai pris ailleurs, que j'ai déplacé d'ailleurs. Ok? Mais je fais ça par la pensée. Hein. Si vous enlevez le solide, le liquide il va prendre la place. Et donc du coup, ce fluide déplacé là, lui, il est à l'équilibre mécanique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas. Alors, donc là, vous avez à droite, je vous ai dessiné quelques lignes isobars. Le fluide déplacé que vous mettez comme ça, il aurait tout à fait pu se retrouver là, avec la même forme. Donc là, il y a une invariance par translation dans le plan horizontal. Et donc du coup, une fois que j'ai compris que ce système-là, il était à l'équilibre, j'applique au contenu qui est ici le principe fondamental, et je dis la somme des forces qui s'applique dessus, ça fait 0. Somme des forces, il y a quoi? Il y a la résultante des forces de pression et le poids. Les lignes isobars, Louis, qu'elles servent à comprendre qu'il n'y aura pas de mouvement d'ensemble du fluide. Si vous aviez eu des lignes isobars qui avaient fait comme ça, donc une jolie ligne isobar comme ça, et puis une autre qui fait comme ça, d'accord? Ça veut dire qu'il y a un endroit où ici, la pression varie plus vite que ici, et ça va générer un écoulement. Okay? Alors si j'ai des lignes isobars qui sont bien parallèles les unes aux autres, c'est la situation de l'équilibre hydrostatique, qui est la situation qui nous a permis de dire au début du chapitre, si j'ai, par exemple quand j'avais le tube en U, si j'avais une pression à gauche et une pression à droite au même niveau, je pouvais tracer une droite. Et Hugo, le système, c'est ce que j'ai colorié en vert là, c'est
le contenu que j'ai rajouté à la place du solide. Ok? Et c'est pas... Ouais, Charles, c'est exactement ça. En fait, là, je remplace par le même fluide. Hein. Je remplace, par exemple, si j'ai de l'eau, je remplace par de l'eau. Je remplace pas par de l'huile. Ok? Et du coup, comme c'est de l'eau, je vais garder les lignes isobars bien parallèles. Alors, du coup, si on résume ça... Donc du coup, une fois qu'on a compris ça, en fait, la suite de la preuve, c'est très simple. Vous appliquez le principe fondamental et vous isolez la force de pression. Et vous trouvez que ça fait moins M étoile G. Le M étoile, c'est la masse verte, là. Donc c'est la masse de fluide déplacé. Et là, vous avez démontré l'expression de la poussée d'Archimède. Il vous faut le point d'application. Donc pour le point d'application, vous écrivez la condition d'équilibre en termes de le moment des forces doit valoir 0. Et donc du coup, vous allez trouver que le moment ici, le moment de la force de pression plus le moment du poids, ça fait 0. Mais là, on montre l'expression. Oui, mais il n'y a pas... Qu'est-ce que vous voudriez avoir comme haute force? Bilal, vous pensez à quoi comme haute force? Alors par exemple, votre solide, il peut subir d'autres choses. Hein. Par exemple, votre solide, vous pouvez le tenir avec la main. Dans ce cas-là, il y aura peut-être une action de contact qui s'exercera sur le solide. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver, pas toutes les forces qui s'exercent sur le solide, c'est de trouver l'expression de la force de pression qui va s'exercer sur le solide. Ça change rien que la masse du fluide. Mais non, justement, là, attendez, je fais un petit schéma, parce que là, on va recommencer. Hop. On va faire un schéma un peu plus joli. Tac, tac. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, regardez, je vous dessine la surface du solide de départ. Donc ça, c'est le solide de départ. Ok? Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette même surface et je la redessine ici, en pointillé. Si j'arrive, hop. Donc là, je redessine, c'est la même surface. Il y a du fluide partout. Qu'est-ce que je sais? Je sais que le champ de pression, tant qu'il y a du fluide, c'est des lignes isobars comme ça. Donc avec une pression qui est de plus en plus grande. Donc là, je peux tracer la pression en fonction de Z. C'est-à-dire à chaque hauteur, je connais la pression. Si je connais la pression, je connais la tête de la surface, je peux dessiner en chaque point, donc là c'est le solide, hein, je peux dessiner la petite force de pression. Donc là, la petite force de pression, elle va être comme ça. Quelle va être la petite force de pression qui va s'exercer ici? La valeur de la pression, c'est la même, parce que je suis à la même hauteur. D'accord? Donc là, je suis à la même hauteur. La surface, c'est la même. Le contenu, c'est pas le même, mais le contenu, ça sert à rien pour calculer la force de pression. Hein, la force de pression qu'on avait calculée, par exemple, sur le barrage, on n'a jamais dit que le barrage, il était en béton. On aurait pu prendre un barrage en carton, ça aurait fait la même force de pression. Donc du coup, la petite force que j'ai dessinée ici, je peux la reporter ici. Je peux faire pareil avec d'autres points. Par exemple, ici, je sais que je suis un peu plus profond, donc je sais que la force de pression va être un peu plus grande. Et pareil ici. Et après, vous pouvez reconstruire comme ça toutes les petites forces qui s'exercent de partout. Tac, tac. La force de pression, c'est la somme de toutes les petites flèches rouges. C'est la somme de toutes mes flèches rouges. Ici, la force de pression, c'est la somme de toutes mes flèches rouges. Mais c'est les mêmes flèches rouges. D'accord? Donc la force de pression qui s'exerce sur le solide, elle est égale à la force de pression qui va s'exercer sur le fluide déplacé. C'est les mêmes forces de pression à gauche et à droite. Sauf que maintenant que je suis dans le cas de droite, comme ce fluide ici, c'est le même que celui-là, ben je peux continuer à dessiner mes lignes isobars. Donc là, attends, je vais changer de couleur. Dans ce cas-là, si je dessine une ligne isobar, je m'arrête à cet endroit-là parce qu'ici, je change de système. Par exemple, je passe de l'eau à du béton, d'accord? Ou je passe de l'eau à de l'huile. Ça marche aussi avec de l'huile. Alors que ici, quand je commence à dessiner la ligne isobar,
Là, finalement, la surface que j'obtiens, c'est plus une vraie surface physique, c'est une surface fictive, et donc je peux continuer la ligne isobar à l'intérieur. Et donc, qu'est-ce que je récupère là? Je récupère toutes les lignes isobars comme ça, de partout. Tac, tac. Et ça me dit quoi? Ça me dit que le fluide global, donc tout le fluide, reste à l'équilibre. Reste au repos, pardon. Donc là, j'ai tout qui est au repos. D'accord? Et une fois que j'ai compris ça, eh ben, j'ai plus qu'à dire, je travaille sur le système fluide contenu dans ce volume-là. Donc le système, c'est le fluide qui est contenu là-dedans. Je suis plus en train de regarder ça, hein. Ça m'intéresse plus. Et je vais juste écrire l'équilibre de ce système-là. Donc je vais dire la somme des forces qui s'appliquent sur ce système-là, c'est 0. Il y a deux forces, la force de pression et le poids. Et ces deux forces se compensent. Et donc, en partant de l'équilibre, je montre que ça, c'est moins M étoile G, ou M étoile, c'est la masse marron là. C'est la masse de fluide marron. Et comme j'ai montré avant que c'était la même chose que ça, j'en déduis, en revenant au solide, que la force de pression qui s'exerce sur le solide, c'est moins M étoile G. Alors, du coup, il y avait deux questions que je vais rattraper. La force de pression dépend de ce qu'il y a à l'intérieur du volume. Donc, Hugo, non, la force de pression ne dépend pas de ce qu'il y a à l'intérieur du volume. J'espère que ma petite explication vous a convaincu là-dessus. Et si la pression suit des lignes isobars, pourquoi les forces restent normales à la... Alors, les forces sont toujours normales à la surface, oui. D'accord? C'est par définition de la force de pression. La force de pression, c'est une contrainte normale. C'est pas une contrainte tangentielle. La ligne isobar, c'est juste, si je vous mettais un manomètre ou un baromètre en un point donné, il me donnerait telle mesure. Et si je me déplaçais suivant une ligne, j'aurais la même mesure. C'est tout. Ça donne aucune information sur le champ vectoriel des forces de pression. Ok? Alors du coup, une fois qu'on a posé ça, on va revenir à l'autre qui était là. Tac. 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 Et donc, alors du coup, Cyprien, la résultante des forces de pression, c'est l'opposé du poids, mais pas du poids du solide, c'est l'opposé du poids du fluide déplacé. Opposé du poids du fluide déplacé. D'accord? Ça n'a rien à voir avec le poids de l'objet que vous avez mis dans votre liquide. Attention, ce théorème-là, il est valable sous l'hypothèse l'ensemble du fluide est au repos. Donc par exemple, ça va s'appliquer au cas où vous avez un solide qui lui-même est immobile dans le fluide. Par exemple, vous le maintenez avec votre main. Le centre de poussée, c'est le point d'application de la poussée d'Archimède. C'est l'endroit où vous pouvez remplacer... la poussée d'Archimède, c'est la somme de toutes les petites forces de pression. Et je peux la remplacer effectivement par une seule force qui s'applique au centre de poussée. D'accord ? Tout comme le poids, vous l'aviez remplacé, en fait, quand vous dessinez le poids d'un système, vous dessinez jamais plein de petites forces qui s'exercent sur toutes les composantes de votre système. Oui, alors attention, c'est G, mais c'est G du fluide déplacé, c'est pas G du solide. Et vous allez voir que ça peut avoir des conséquences assez importantes, je vais vous expliquer ça juste après. Ok, donc du coup, je disais quoi? Donc voilà, donc la résultante des forces de pression, c'est l'opposé du poids, du volume de fluide déplacé, sous l'hypothèse le dit fluide est lui-même au repos. Donc le cas où ça va marcher bien, c'est le cas, vous tenez le solide, il ne bouge pas. D'accord? Le cas où ça ne va pas marcher, c'est, par exemple, c'est des cas qu'on a déjà traités en mécanique, c'est la chute libre avec des frottements fluides. Si vous lâchez une bille dans l'air et vous lui faites faire une chute libre sur 10 km, elle va prendre tellement de vitesse que ça va déformer le fluide autour d'elle. Alors on peut faire un petit dessin pour illustrer ça. Tac. On va se remettre là-dessus. Hop, hop. Donc je reprends l'exemple qu'on avait vu en mécanique, c'est l'exemple de la bille qui est en train de tomber. Donc là j'ai une bille, elle est en train de tomber avec une certaine vitesse. En mécanique, on avait dit quoi? On avait dit elle subit une force de frottement qui est dirigée vers le haut, qui est opposée à la vitesse.
Alexis, je finis mon explication, puis je réponds à votre question juste après. Donc la force de frottement, on l'avait dessinée comme ça. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a fait en mécanique, on avait dit, je sais pas, moins alpha V. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'air qui entoure la bille? S'il n'y a pas la bille, l'air ne bouge pas. Quand la bille traverse l'air, ça va déformer l'écoulement et ça va créer ici une forme d'écoulement qui est un petit peu particulière, qui ressemble à ça. Et votre bille, elle va laisser une trace derrière, une trace de son passage. Donc l'air va plus être lui-même à l'équilibre. Il va se mettre en mouvement du fait du passage de la bille. Donc ça, c'est un cas, le cas de la mécanique qu'on a fait en début d'année, c'est un cas où la poussée d'Archimède n'a pas de sens, elle n'existe pas. D'accord? La notion de poussée d'Archimède, elle est associée au fait qu'on ait un équilibre. Alors, on va revoir quelques applications et du coup, je vais répondre à la question d'Alexis. Il faut que je remette le poly. Pourquoi le G s'est transformé en C? À mon avis, c'est juste une faute de frappe, mais on va vérifier. Touc. Oui, c'est une faute de frappe. C'est un... Ah, c'est marrant parce que le G et le C, ils sont pas à côté. C'est un G aussi. Hein. Ok? Alors, petite remarque pour bien comprendre ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la poussée d'Archimède n'existe que parce que la pression va être un peu plus grande en bas de votre système qu'en haut. C'est-à-dire, si vous enlevez la gravité, il n'y a plus de poussée d'Archimède. Normal, la poussée d'Archimède, c'est moins M étoile G. Si vous enlevez G, il ne se passe plus rien. Et c'est le fait que les forces de pression soient un peu plus fortes en bas qu'en haut qui vous fait que l'ensemble est poussé vers le haut. D'accord? La poussée d'Archimède, ça s'applique au cas où le fluide est totalement immergé. Et par extension, ça va s'appliquer aux situations qui sont toutes ces situations-là. Donc vous avez le système qui vous intéresse et vous avez de l'air au-dessus et de l'eau en dessous. D'accord? Le raisonnement que vous allez faire, vous pouvez démontrer que l'expression reste la même si vous avez une interface comme ça entre plusieurs fluides. Et comment on prouve que notre bol... Alors justement, en fait, là, dans le cas du bol, on va fermer fictivement la surface par une surface qui est une surface RR, qui fait un contact de l'air avec l'air. D'accord? Et on va se ramener à un cas de surface fermée. Loïc, c'est bon ou pas? C'est juste que la démonstration elle est un peu plus abstraite parce qu'il faut fermer fictivement la surface, mais le résultat est le même. Donc là, la preuve, je vous l'ai fait dans le cas simple, fluide totalement immergé, et après par extension, ça s'applique à toutes les situations où vous aurez de l'air et en dessous de l'eau, ou alors de l'air et de l'huile, ou alors de l'huile et de l'air, enfin ce que vous voulez. Ok? Alors, donc ça va expliquer pourquoi les bateaux flottent en particulier. Plusieurs applications de ce truc-là. La première, très simple, c'est le principe de l'iceberg. Alors, le principe de l'iceberg, c'est la glace est moins dense que l'eau liquide, donc la glace flotte sur l'eau liquide. Ok? Donc ça, c'est très simple à comprendre. On va faire un petit dessin. Tac, 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 tac. Donc on va dessiner de l'eau liquide avec un iceberg. Donc ça c'est l'iceberg. Et vous savez que l'essentiel de l'iceberg, il est sous l'eau. D'accord? Comment est-ce qu'on fait pour trouver la fraction de l'iceberg qui est immergée? Donc là on a de l'air, là on a de l'eau, et là on a de la glace. Je vais appliquer le théorème d'Archimède pour trouver la résultante qui m'envoie vers le haut. Alors, qu'est-ce que c'est le théorème d'Archimède? C'est la poussée d'Archimède, c'est moins M étoile, le moins, fois G. Et M étoile, c'est le volume de fluide déplacé. Dans le cas présent, qu'est-ce qui est déplacé? Vous avez ici de l'eau liquide qui est déplacée. D'accord? Donc, ça, je vais le décomposer en moins M étoile d'eau liquide fois G. Donc ça, c'est la contribution de la poussée d'Archimède à ce que j'ai assuré ici. Et puis, vous avez aussi, au-dessus, là, vous n'avez pas déplacé de l'eau liquide,
mais vous avez déplacé de l'air. Donc moins m étoile de l'air, R fois G. D'accord? Ça vous donne la poussée d'Archimède totale. Sauf que l'eau liquide, elle a une beaucoup plus grande masse que l'air déplacé, donc ce terme-là, il va être négligeable. C'est négligeable parce qu'il y a un rapport 1000 entre la masse volumique de l'eau et la masse volumique de l'air. Ça, c'est 1,2 kg par mètre cube. Ça, c'est 1000 kg par mètre cube. En supposant que l'eau est non salée. Ok? Donc, je néglige ce terme-là. Le point d'application de la poussée d'Archimède, c'est le centre de masse du fluide déplacé. Donc ici, ça va être par exemple par là. Ça, c'est le point d'application de ce truc-là. Le point d'application du poids de votre glaçon, il n'est pas exactement au même endroit. Ça, j'y reviendrai juste un tout petit peu après. Donc du coup, une fois que j'ai exprimé la poussée d'Archimède comme ça, je peux appliquer maintenant l'équilibre de l'ensemble. Donc tout ça, c'est à l'équilibre. Donc je vais écrire que la masse du glaçon, de l'iceberg, fois G, plus la poussée d'Archimède, donc qui est moins m étoile de liquide fois G, ça fait 0. D'accord? Ça, c'est la condition d'équilibre. Dans l'énoncé P en kilomètres. Oui, c'est une faute de frappe aussi, ça. Ça arrive de faire des fautes de frappe. 0 qui est en kilogrammes. Ouais. Donc du coup, si je finis sur la condition d'équilibre, je vais en déduire que M du glaçon, ça vaut la masse de liquide déplacée. D'accord? Et donc du coup, vous n'avez plus qu'à rebondir sur ce qui était écrit. On va le refaire. Hop, hop. Là. Donc là, j'ai... Ça, c'est l'écriture M du glaçon égale masse immergée. Vous faites l'application numérique et vous allez pouvoir trouver le volume immergé. Okay. Le volume immergé, c'est ρ du glaçon sur ρ de l'eau fois le volume de l'iceberg. Et donc vous allez montrer que le volume immergé, c'est 90% du volume de départ. Okay. Deuxième application qui est la même chose vue dans l'autre sens. Ça, c'est un grand classique aussi. Vous prenez un verre d'eau qui contient un glaçon, vous remplissez le verre à ras-bord. Donc au début, vous êtes dans une situation qui est comme ça, avec le verre rempli à ras-bord et le glaçon qui est comme ça. Le glaçon fond et la question, c'est est-ce que le verre va déborder quand le glaçon va fondre? La réponse, c'est non, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est quand le glaçon va fondre, le volume qui était occupé par, donc le volume qui était immergé là, correspond exactement au volume que vous allez récupérer d'eau liquide à la fin. Et donc le niveau, il ne va pas changer, quelle que soit la forme du glaçon. Oui, c'est une question que je vous avez posée exactement. C'est un grand classique, ça. D'accord? Voilà, donc ça c'est la première situation, le cas de l'iceberg. Alors attention, le cas de l'iceberg, ça marche parce que je suppose que l'eau qui est en dessous est non salée. Donc par exemple, là typiquement, on va faire un petit peu de politique fiction. Vous avez appris ce cours-là, et puis vous devenez président des États-Unis, puis vous dites que le réchauffement climatique, ça sert à rien, ça change pas le niveau des océans. Parce qu'on vous a expliqué que quand le glaçon fondait, le niveau variait pas. D'accord, sauf que vous avez oublié tout un tas d'hypothèses. Et la première hypothèse qui est faite là, c'est que l'eau, elle est non salée, d'une part. Et d'autre part, c'est que l'eau, elle est incompressible, indilatable. Bon, deux hypothèses qui sont fausses à l'échelle de l'océan. Ok? Donc allez pas croire que la fonte des glaces, ça fait rien. Voilà, fin de la parenthèse. Alors l'autre application relativement importante, c'est la situation des bateaux et pour faire flotter des bateaux. Alors pour faire flotter des bateaux, bon, les glaciers, dans quelques temps, ça n'existera plus, donc ça sera... Non, on en reparlera plus tard. Pour faire flotter des bateaux, vous allez faire un truc qui est complètement stupide à la base. Vous allez lester le bateau au fond. Alors vous dites, c'est complètement idiot de lester un bateau, ça va le faire couler. Vous allez placer une quille. Pourquoi vous allez placer une quille? Parce que ça va stabiliser votre bateau.
Donc l'idée, c'est votre bateau, c'est une coque qui est creuse. Et donc, je vais faire un petit dessin. Je préfère faire des petits dessins. Hop. Tac, tac. Donc déjà, pourquoi est-ce que votre bateau flotte à la base? Parce que, donc là vous avez de l'eau. C'est bleu l'eau plutôt, non? On va faire du bleu. Mince. Hop. Donc là vous avez de l'eau, comme ça. Et vous amenez une barque. Donc une barque, elle va faire quoi? Elle va s'enfoncer, comme ça. Et du coup, ce que vous allez déplacer ici, vous allez déplacer tout ce volume-là d'eau. Donc ça, c'est le volume d'eau déplacé. D'accord? Et donc votre bateau, il va flotter parce que la barque, elle a une certaine masse. Et cette certaine masse va correspondre exactement à la masse d'eau déplacée. Donc la masse de la barque, c'est m étoile qui est égale à la masse de la barque. Si vous chargez la barque, qu'est-ce qui se passe? Donc maintenant il y a un bonhomme qui monte dans la barque. Ça c'est le bonhomme qui monte dans la barque. Et bien vous augmentez ça. Qu'est-ce qui va se passer? La barque elle va descendre. Okay, mais si la barque elle descend, le volume déplacé il augmente. Et donc la poussée d'Archimède elle augmente. Jusqu'à s'équilibrer et jusqu'à ce qu'elle compense le surplus de masse que vous avez rajouté. Jusqu'au moment où vous avez trop chargé la barque et où l'eau commence à se remplir et là la barque elle coule. D'accord? Donc ça c'est le principe de départ. Ça explique pourquoi une barque elle flotte. Alors maintenant sur votre barque vous allez faire quoi? Vous allez rajouter des voiles. Donc votre bateau va devenir ça. Donc ça c'est votre bateau et puis vous allez rajouter un mât. Et puis sur ce mât vous allez mettre des voiles. D'accord? Et là ça va commencer à poser des problèmes parce que les voiles ça sert à faire avancer le bateau à la base. Mais ça c'est au-dessus du niveau de l'eau. Et donc du coup ce qui se passe c'est que ça fait monter le point d'application du poids de la barque. D'accord? Donc imaginez qu'ici vous avez mis une voile qui est une voile très très lourde, très lestée. Par exemple, un exemple très très connu, vous voulez faire un bateau avec des panneaux solaires pour faire avancer votre voile. Vous dites super, on va faire des panneaux solaires, sauf que pas de chance, ça a une certaine masse. Et du coup ce qui se passe c'est que vous montez le centre de masse du bateau qui se retrouve là. Et le poids il s'applique là. Ça c'est mg. Sauf que le point d'application de la poussée d'Archimède, c'est le centre de masse du volume de fluide déplacé. Le volume de fluide déplacé, il est en dessous. Donc la poussée d'Archimède, elle va s'appliquer là. Les deux forces se compensent. D'accord? Pas de problème, vous dites ok, c'est un équilibre. Pas de chance, c'est un équilibre qui est instable, parce que dès que la barque va pivoter un peu sous l'effet de la houle, par exemple, elle va se retrouver comme ça. Donc là, je fais pivoter un peu la barque. J'aurais noté la qualité graphique du dessin au passage. Tac. L'eau, elle se retrouve... Alors la barque ne coule pas, hein, comme ça. Donc la poussée d'Archimède, elle s'applique là. Vers le haut quand même. On recommence. La poussée d'Archimède, elle s'applique là, pardon. Et le poids qui était en marron, lui, il s'applique là. Il s'applique là, comme ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous récupérez deux forces de même norme, mais pas de même droite d'action. Vous avez fabriqué quoi? Vous avez fabriqué un joli couple, exactement. Et ce couple, il va vous engendrer une rotation dans ce sens-là. Et une rotation dans ce sens-là, ça correspond à quoi? Ça correspond à votre voile qui était bien droite. Et bien elle penche, elle penche, elle penche. Et votre bateau, il bascule. D'accord? Donc le principe de la quille, c'est de dire, je veux éviter que mon bateau bascule. Du coup, je vais descendre le point d'application du poids en dessous du point d'application de la poussée d'Archimède. Et du coup, ça va donner la situation qui est dessinée sur le petit poli de cours, qui est la situation qui est à droite. Donc, il est où mon poli de cours? Ouais, il est là. Donc dans la situation de droite, j'ai mis une quille
qui est assez lourde. La quille me permet de descendre le point d'application et donc du coup, ça génère quand même un couple, hein, le fait de déséquilibrer, mais le couple va faire tourner dans l'autre sens. Ça va être un couple de rappel et ça va me ramener la barque. Pourquoi il y a écrit PCSI1 sur la barque? Parce que c'est une barque avec des gens intelligents dedans qui ont pensé à mettre leur quille. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on va équilibrer un bateau et c'est comme ça que votre bateau va résister à la houle par exemple. Donc c'est ça qui est... Alors c'est un peu contre-intuitif parce que ça a l'air complètement stupide de mettre une grosse masse en fonte au fond du bateau. En fait ça sert à stabiliser. Et l'autre barque c'est celle de l'homme de la rue, exactement. Vous avez tout compris. Bien, donc du coup, tac. Autre application de la poussée d'Archimède, c'est tout ce qui est montgolfière, ballon et sous-marin. Alors montgolfière, ballon, c'est pareil. Donc là, le principe de la montgolfière, c'est une grande enveloppe avec de l'air chauffé. Alors ça peut être de l'air chauffé. Le ballon, c'est pareil, sauf qu'à l'intérieur, vous mettez de l'hélium. Et vous allez avoir un gaz moins dense dans l'enveloppe, moins dense que l'air extérieur. Et donc du coup, le poids du fluide déplacé va être suffisant pour créer une force ascensionnelle. D'accord? Alors c'est un peu contre-intuitif la montgolfière parce que l'origine de la poussée d'Archimède, c'est une différence de pression entre le bas et le haut. Et dans le cas de la montgolfière, la différence de pression, elle est très faible. Pourquoi? Parce que vous prenez 10 mètres de hauteur, on avait vu mercredi que la variation de pression d'un gaz sur une dizaine de mètres de hauteur, c'est rien du tout. Sauf que cet effet, il est très faible, mais il se cumule sur l'ensemble de la surface. Et comme la surface peut être très grande, et que vous sommez plein de petites quantités sur une grande surface, à la fin, vous pouvez avoir une force ascensionnelle qui est très grande. Ok? Donc ça, c'est montgolfière ballon. Sous-marin, c'est pareil que la barque, sauf que vous le chargez un tout petit peu plus, mais vous mettez quand même de l'air dedans pour éviter qu'il coule. Et vous allez pouvoir équilibrer le sous-marin en contrôlant la position de son centre de gravité. Voilà, il y a un petit schéma qui est le thermomètre de Galilée que vous avez peut-être chez vous, avec des fluides dont la densité est calibrée pour se caler à un certain niveau en fonction de la température. Ça, c'est une autre application. Et du coup, pourquoi c'est l'activité 8? Ça devrait être l'activité 7. Non, 8, c'est bon. Hop. Et du coup, il y a un petit exercice ici. L'exercice ici, il résume à peu près tout le cours. Donc il y a celui-là que je voudrais qu'on fasse et celui de l'activité d'avant, l'activité 6, que je voudrais qu'on fasse aussi. Donc on va peut-être commencer par celui-là parce qu'on est lancé dessus. Et après on fera... Enfin, je vous poserai juste le calcul de l'activité 6. Alors cet exercice-là, c'est... on va faire un modèle d'atmosphère qui est un peu plus élaboré que le modèle de l'atmosphère isotherme. Donc l'air, c'est un gaz parfait, champ de pression supposé uniforme, et on vous dit la température, elle suit cette loi. La masse du volume déplacé, c'est la masse du solide sous l'eau. Dans le cas du sous-marin, oui. Si votre sous-marin est plus en train de monter ou de descendre, ouais. Ok. Alors, dans le cas de la barque... Oui, dans le cas de la barque, la masse du volume déplacé, c'est vous tirez un trait horizontal comme si vous vouliez remplir d'eau et vous prenez que l'eau qui serait dans la barque. D'accord? Alexis, c'est bon ou pas? Il a l'air d'hésiter, mais on va dire que oui. Il n'a pas compris. Ok, je recommence. On va faire un dessin. Touc. Touc, touc. Je recommence ce que je disais. Donc, tac. Si vous devez calculer la poussée d'Archimède dans ce cas-là, donc vous avez votre barque qui est comme ça. On va peut-être le dessiner en noir la barque quand même. Donc votre barque qui est comme ça. Et l'eau qui est ici. L'ensemble est à l'équilibre. D'accord? Le poids de la barque, c'est le poids de la barque. C'est masse de la barque fois G.
la poussée d'Archimède, vous allez prendre la masse de fluide ici. Donc vous tirez un trait pointillé comme s'il n'y avait pas la barque, et vous remplissez ça d'eau. D'accord? Effectivement, on est bien d'accord. La norme de la poussée d'Archimède, donc c'est moins m étoile g. Le m étoile, c'est la masse que je viens de dessiner là. C'est bon là? Et pourquoi je tire ce trait là? Parce qu'au-dessus il y a de l'air. Donc la masse d'air déplacée, en fait, le m étoile total, ça serait l'air ici, hachuré en vert, plus l'eau hachurée en bleu. Sauf que la masse d'air, c'est rien du tout par rapport à la masse d'eau, donc c'est complètement négligeable. D'accord? Alors, du coup, on va revenir à l'exercice. Hop, 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 hop. Tac. Mais du coup, ce M étoile, c'est le... Oui, oui, oui. À l'équilibre, oui. C'est comme ça qu'on trouve... Alors, en fait, on va s'en servir, par exemple, pour trouver de combien est immergée la barque. Par exemple, si je vous pose une question, je prends une barque, je mets 4 personnes dedans, est-ce que la barque coule? Il va falloir que vous trouviez quelle profondeur elle s'immerge et vérifier qu'elle ne s'immerge pas suffisamment. Mais du coup, oui, ce M étoile, c'est la masse de votre solide. Ouais. Alors, l'équilibre polytropique. Donc, on va refaire un raisonnement qui ressemble au raisonnement qu'on avait posé quand on a fait l'atmosphère isotherme, mais avec une loi d'évolution de la température qui est un peu plus subtile. Si vous revenez en arrière, on va revenir pas mal en arrière, quand j'avais fait ici, l'évolution de la température dans l'atmosphère, vous voyez que sur jusqu'à une dizaine de kilomètres, ça suit une loi qui est une loi affine, avec la température qui diminue régulièrement. En ordre de grandeur, c'est 0,6 degrés tous les 100 mètres. D'accord? Ce qui fait que, par exemple, si à Lyon il fait 20 degrés, en haut du Mont Blanc, il ne fait pas 20 degrés, il fait un peu plus froid. Et donc du coup, on va se servir de cette loi de répartition, de cette loi d'évolution de la température pour affiner le modèle d'évolution de la pression. Alors, il y a encore des questions sur l'histoire d'équilibre. Mais comment c'est possible? Ça voudrait dire que le solide a la même... Non, Charles, le solide n'a pas la même masse volumique parce que le solide n'occupe pas le même volume. Ce qui est important dans la barque, c'est qu'il y a une partie de la barque qui est dans l'air. Et l'intérieur de votre barque est lui-même de l'air. Si vous essayez de me fabriquer un bateau avec une barque en fonte, elle coule. Hein. D'accord? Mais si vous creusez la barque en fonte pour laisser qu'une surface, elle coule plus. Ok? Et du coup, ça serait pas mal que je puisse avancer là-dessus. Donc du coup, évolution de la température. T0 moins AZ, T0 c'est la température au sol, A 6,5 degrés par kilomètre, ça fait à peu près 0,6 degrés tous les 100 mètres. D'accord? Donc ça ne marche que sur on va dire les premiers kilomètres. Hein. On va supposer que ça reste vrai après. L'air est supposé un gaz parfait, champ de pression, etc. Montrez-moi que P de Z sur P de 0, c'est T de Z sur T0, puissance alpha. Alors comment on fait ça? Et bien on réutilise, je vais le faire là, tac, les deux outils à notre disposition. Premier outil, je vais orienter un axe Z vers le haut. Premier outil, c'est la relation fondamentale de la statique des fluides. Donc ça, c'est de la méca. D'accord? Et deuxième outil, ρ égale PM sur RT. Ça, c'est de la thermo. Une relation méca, une relation thermo. Trois inconnus, ρ, T et P, mais j'ai trois équations parce que j'ai l'équation méca, l'équation thermo et l'hypothèse sur la température. Ben, je vais juste injecter ρ dans la première expression et on va regarder ce que ça donne. Donc si j'injecte ρ, ça me donne dP
égale moins P grand M G sur RT fois dz. Ok? Sauf que vous, on vous demande de chercher une relation qui lie P à T, et moi j'ai encore P, T et Z. Donc je vais éliminer Z. Donc si vous partez de la relation qui est ici, T de Z, c'est T0 moins A fois Z. Ça, je peux le passer en petite différentielle. Je peux dire que dt, c'est moins A fois dz. Je fais une petite variation de t, c'est une petite variation de t0, ça fait 0, moins A fois une petite variation de z. Si vous n'êtes pas convaincu, vous calculez la dérivée de ce truc-là, et vous montrez que ça fait moins A. dt sur dz égale moins 1. Et donc du coup, je vais en déduire que dz, ça fait moins 1 sur A fois dt. Et je vais l'injecter ici. Ça me donne quoi? Ça me donne dp égale, alors les deux signes moins se simplifient, il me reste p mg sur rt fois 1 sur a fois dt. Et là j'ai plus que deux variables, pression et température. Et je vais le réécrire comme ça. dp sur p égale donc mg sur rt fois a fois dt sur t. Ok? mg sur rt, on a déjà étudié, alors je vais revenir en arrière, tout, qui a un t en trop, alors je vais l'enlever. Oui, c'est, vous avez raison. Je suis allé trop loin. Là, il n'y a plus le t. Là, c'est mg sur r fois a. Et le t, il est à droite. Tac. Voilà, comme ça. Donc, comment je fais à partir de cette relation-là pour trouver p de z sur p de 0? Ben, je vais intégrer. Donc, j'intègre. Et j'intègre entre p de 0 et p de z. P de z. Donc, de dp sur p. Égale l'intégrale entre t de 0 et t de z du terme qui reste à droite. D'accord? Du coup, je vais peut-être passer sur un petit écran. Alors, pourquoi pas entre 0 et z? Parce que les variables, là, c'est p et t. Donc, je fais un changement de variable. C'est comme quand vous séparez les variables, quand vous avez appris à séparer les variables pour résoudre une cinétique chimique. Vous intégrez à gauche sur la variable p, à droite sur la variable p. Ok? On va dire que c'est ok. Donc du coup, voilà. Alors attendez, du coup je reprends. Je vais reprendre un dessin. Donc du coup on a écrit. Hop. Je réécris juste la relation et je vous la projette. Alors ça donne ça. Tac. Donc on arrive à cette expression-là. À gauche, vous savez intégrer la primitive de 1 sur p, c'est ln de p. Donc à gauche, ça va donner ln de p de z sur p de 0. À droite, vous voyez, j'ai sorti tout ce qui était constant devant. Ça va me donner mg sur a fois r fois ln de t de z sur t de 0. Tout ça, je vais l'appeler alpha. Et du coup, je récupère quoi? Je récupère ln de p de z sur p de 0 égale ln de t de z sur t de 0, le tout puissance alpha.
Je passe à l'exponentielle. Je peux enlever les ln en passant à l'exponentielle. Et j'arrive à cette expression-là. Toc. Toc. Ok, ce qui me donne la nouvelle loi P de Z en fonction de P de 0. Donc le coefficient alpha, il est donné. Numériquement, ça donne quoi le coefficient alpha? Alors on va faire les applications numériques dans un coin. Comme ça, on va lancer un petit calcul Python qui va bien. Donc qu'est-ce qu'on avait comme données? Il me faut la masse, alors c'est masse molaire de l'air, G, petit a et ça c'est R, la constante des gaz parfaits. Donc attention, le petit a il était donné en degrés par kilomètre, donc il faut le convertir en degrés par mètre. Si je reprends les valeurs numériques, donc 6,5 degrés par kilomètre, ça fait 6,510 moins 3 degrés par mètre. Et donc du coup on va calculer ça. Donc A c'était 6,510 moins 3, R c'est 8,314, G c'est 9,8 et M c'est 29 grammes par mol. Comment le alpha finit à la puissance? Il ne devrait pas être... Alors, je reviens sur le calcul. Vous êtes d'accord que si vous avez 2 ln de x, c'est pareil que ln de x carré? C'est bon ça? Bah là je fais pareil, sauf que je mets tout ça comme ça. Donc ce coefficient là qui est devant le ln, je le passe dans le ln, ça élève tout à la puissance alpha. Et je récupère log de a égale log du membre de gauche égale log du membre de droite. Donc, et les deux logs ils sont égaux si ce qui est à l'intérieur de chaque log vaut la même chose. Cyprien, c'est bon ou pas? Ok. C'est juste basé sur si vous avez ln de x égale ln de y, alors x égale y. Donc là j'ai ln de p de z sur p de 0 égale ln de t de z sur t 0, le tout puissance alpha. Donc p de z sur p de 0 égale t de z sur t de 0 puissance alpha. D'accord? Donc alpha c'est mg sur a fois r. Alors je le calcule. M c'était 29 grammes par mol. Je fais attention à la conversion de M en kg par mol. Et je fais mg sur a fois r. Ça me donne 5,2. Alors il faut regarder est-ce qu'il a une unité alpha? Réponse non, parce que c'est un coefficient qui est en puissance. Donc j'ai alpha égale 5,2. Je vais réécrire la relation finale. Donc j'ai P de Z égale P de 0 fois T de Z sur T de 0 puissance alpha avec alpha égale 5,25. Ça c'est la relation que j'obtiens à la question. Ensuite on vous demande quelle est la pression au sommet du Mont Blanc à 4810 mètres d'altitude. Bah là c'est assez simple, il suffit juste de faire l'application numérique sans se tromper sur les valeurs. Donc on va écrire P de 4810 égale P de 0, qui est la pression atmosphérique, fois T de Z, donc c'est T0 moins A, donc ça c'est, je vais l'appeler Z0, comme ça, sur T de 0, le tout puissance alpha. Alors je vais juste calculer ce qu'il y a là. Je vais vous dire ce que ça fait ça. Donc T0 c'est 293 et Z je vais le compter en kilomètres. Donc je fais T0 moins A fois 4,1 divisé par T0 et je fais tout ça puissance alpha. Ça me donne... il y a un problème là. Il y a un problème. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui non, il faut que je mette en mètres. Ça me donne 0,55 P0. Donc là j'ai 0,55.
D'accord? Si on avait utilisé le modèle de l'atmosphère isotherme, on aurait eu P de Z0 égale P de 0 exponentielle moins Z0 sur grand H, avec grand H égale 8 km. Et si vous calculez juste ça, ça c'est dans l'hypothèse de l'atmosphère isotherme. Si vous calculez juste le exponentiel moins Z0 sur H, ça va donner quoi? C'est moins Z0 sur H, Hugo. Donc Z0 c'était 4,8 km du coup, et H c'était 8 km, ça donne 0,548. Alors que l'autre c'était 0,552. Conclusion. Et bien finalement le fait que la température elle évolue avec l'altitude, ça fait un modèle qui est un modèle un peu plus précis peut-être, mais finalement l'écart il est à la deuxième décimale. Donc c'est un écart qui est assez faible entre les deux modèles. Donc ça c'était la question 2. Alors question 3, on reprend l'exemple du bonhomme qui a fait de la chute libre. Donc il est monté avec un ballon gonflé à l'hélium, la masse c'est 1315 kg et le ballon il a atteint une altitude de 39 km. Donc on a toujours de l'hélium qui est toujours à l'équilibre, donc c'est à dire que la pression d'hélium dans le ballon c'est la pression à l'extérieur. Alors question 3, densité de l'hélium, montrer que si les gaz sont parfaits c'est indépendant de l'altitude, ça c'est facile, on va le faire directement. Donc je vais garder mon expression de la pression parce que je vais en avoir besoin pour après. Donc ça je garde. Hop. Donc la densité, Alexis, en fait, le modèle isotherme, il est censé être plus trop valable très très vite, mais vous voyez que finalement, même à 5 km, ça ne change pas grand chose. Ça va commencer à se voir quand on atteindra l'ordre de grandeur des 8 km. D'accord? Et sauf qu'en pratique, si vous êtes à 10-12 km d'altitude, la répartition de température change. Pour le coup, ça m'a changé beaucoup. Et là, ça commence à poser problème. Alors, question 3. Donc la densité. Alors, définition de la densité, c'est vous prenez un volume donné et vous faites la masse d'hélium sur la masse d'air qui serait contenue dans le même volume, dans les mêmes conditions. D'accord? Si vous posez le calcul en supposant que ce sont deux gaz parfaits, ça fait masse molaire de l'hélium sur masse molaire de l'air. Ça, c'est indépendant de la température de la pression. Donc ça, c'est constant. Donc ça, c'est indépendant de l'altitude. Ok? Donc quelle est sa valeur? Il suffit de faire 4 sur 29. Alors ça fait combien? 4 sur 29. Ça fait 0,14 à peu près. On va la noter dans un coin. Tac. Alors, question 4. Établir l'expression de la force ascensionnelle subie par le ballon. Alors la force ascensionnelle, c'est la somme de toutes les forces verticales. Donc il y a le poids qui va le faire tomber vers le bas. Et il y a la poussée d'Archimède qui va l'envoyer vers le haut. D'accord? Il faut prendre en compte les deux. Donc on y va, on va écrire ça. Donc vous avez votre ballon qui est comme ça, avec une nacelle peut-être. Et il y a deux forces qui s'appliquent dessus. Le poids, qui va plutôt s'appliquer par là. Donc mg. Et la poussée d'Archimède, qui s'applique comme ça, et qui est moins m étoile g. On se fixe un petit axe z ascendant vers le haut. On projette ces deux forces et on dit que f de z, c'est m étoile moins m fois g. D'accord? Donc ça, c'est l'expression de la force ascensionnelle. Alors qu'est-ce qui va se passer en fait quand votre ballon va monter dans les airs? Ce qui va se passer, si je remets mon dessin, vous n'avez pas le dessin là en fait, si, bon, ouais, si.
ce qui va se passer, c'est que le terme M fois G, lui, il ne change pas. La masse de votre ballon, elle ne change pas. Par contre, la masse de fluide déplacé, elle va évoluer. Elle va évoluer, pourquoi? Parce que la pression va évoluer. D'accord? Et donc ça va nous permettre de comprendre ce qui se passe, enfin pourquoi le ballon il monte. Tac. Donc masse du dispositif qui est donnée, ok. Il y a quelqu'un qui a essayé de parler là. Non, c'est bon? Alors, du coup j'en étais où? Donc l'expression de la force. Alors après on peut exprimer M étoile en fonction des paramètres du problème. Le but c'est qu'on trouve d'abord le volume du ballon puis le rayon. Donc pour ça on va exprimer M étoile. Alors, du coup je vais faire un peu de place. J'ai même plus besoin de tout ça en fait. Donc densité 0,14, ça je le garde. Ça peut servir, mais bon c'est même pas sûr que ça serve. Donc plus vous allez monter, plus donc M étoile c'est la masse d'air déplacée. Je vais la réécrire en fonction des autres paramètres. Donc M étoile, je peux dire, là il y avait un volume du ballon, ça c'était le volume du ballon, c'est le volume du ballon fois la masse volumique. Donc c'est ρ de l'air à l'altitude Z fois la masse volumique. D'accord? Et ρ de l'air, je peux le réexprimer en fonction de la pression. Donc c'est P de Z fois la masse molaire sur RT. Là j'ai réutilisé encore l'équation d'état. RT de Z. Ok? Donc si vous voulez trouver, il manque V. À quel endroit? Non, c'est bon? Ok. Donc si vous voulez trouver l'altitude que va atteindre votre ballon, en fait votre ballon, vous calculez cette masse-là au sol. Alors on peut faire le calcul au sol. Hein. Donc si vous faites le calcul au sol, au départ la pression c'est la pression atmosphérique. Vous allez vous arranger pour que le volume de départ il soit tel que le M étoile au sol, il soit supérieur à 1315. Donc en Z égale 0, on va avoir M étoile qui est supérieur à 1315. Ça explique pourquoi le ballon il se met à monter. Okay, il monte jusqu'où? Il monte jusqu'à l'altitude finale. Ici, là. Je vais se dessiner un petit peu comme ça. Donc ça, c'est l'altitude finale. À cette altitude-là, vous avez M étoile de Z max qui est égal au 1315. Donc à M. C'est le moment où la force ascensionnelle s'annule. Et ça va vous fixer l'altitude que vous avez atteint. D'accord? Donc si on vous dit on adopte le modèle de l'atmosphère isotherme avec une température de moins 10 degrés, et bien comment est-ce qu'on va faire pour trouver cette altitude finale? On va résoudre, alors je vais faire un peu de place. Tac. Donc quand on est en Z max, on a dit qu'on avait M étoile de Z max qui était égal à M. Et donc ça faisait masse de l'air fois P de Z max sur RT de Z max égale petit m. Le seul endroit où j'ai Z qui intervient, c'est dans P de Z max. Donc, ça, avec le modèle de l'atmosphère isotherme, c'est P de 0 exponentielle moins Z max sur grand H. Où H, c'est les 8 km. Et j'ai oublié V là. Et donc vous, on vous demande de trouver le volume du ballon. Bah, c'est facile, il suffit de l'isoler. Donc ça fait V égale R fois T de Z max fois M sur
masse molaire de l'air fois P de 0. Et ici, ça me fait exponentielle Z max sur H. Là, j'ai trouvé le volume du ballon. Je vous passe les applications numériques. D'accord? Question d'après, on vous demande le rayon. Le rayon, c'est facile. Il suffit d'écrire que le volume, c'est 4 tiers de pi r cube. Alors, il y avait une faute de frappe que j'ai corrigée là dans le poly. On vous demandait le rayon du ballon. Et donc, vous isolez RB, vous calculez le rayon et vous allez montrer que le ballon, il est quand même sacrément grand en fait. Vous allez trouver plusieurs mètres de rayon. Ok? Cet exercice-là, l'activité 8, là, c'est un exercice qui est assez complet sur ce qu'il faut savoir faire sur les exercices sur les ballons. Après, il y a plein de variantes. Mais en gros, si vous arrivez à le faire proprement, cet exercice-là, vous aurez compris à peu près ce qu'il fallait comprendre là-dessus. Et du coup, il est déjà 11h40. Alors le 6, je le ferai plus tard, avec l'espoir que je vous revoie un moment, parce que c'est un paragraphe qui est assez technique. Et donc ça, on verra un peu plus tard. Donc vous le laissez de côté. Normalement, les exercices que vous aurez à faire, vous n'en aurez pas besoin de cette notion-là pour le moment. Ça, on utilise l'exponentielle parce qu'on prend un modèle d'atmosphère isotherme. On a vu juste avant qu'il y avait très très peu d'écart sur la valeur de la pression. Et justement, c'est comme il y a peu d'écart entre la valeur de la pression et dans le cas isotherme et dans le cas polytropique, je préfère prendre le cas isotherme qui est un peu plus simple à calculer. Mais je pourrais faire le calcul avec le cas polytropique aussi. D'accord? Ça fera juste un calcul un peu plus pénible. Là oui, parce que là il est 11h38 et que j'ai pas envie de vous garder 4 heures non plus. Donc là je l'ai ressorti, sinon il faut le redémontrer. La relation P égale P de 0 exponentielle moins Z sur H, c'est pas une relation de cours, c'est une relation qui serait établie. Mais typiquement dans un problème, on vous demanderait d'abord de l'établir. Ok? Alors du coup, si je reviens la relation à Z égale 0. C'est quoi la relation à Z égale 0 c'était quoi? À Z égale... Alors à Z égale 0, c'est juste pour expliquer pourquoi le ballon s'envolait. C'est juste pour vous montrer que si vous faites le calcul de... En fait, au sol, il faut que votre ballon s'envole. Donc il faut que le M étoile il soit supérieur à la masse du ballon. D'accord? J'ai pas fait l'application numérique. Par contre, une fois que vous avez trouvé le volume de votre ballon, vous pouvez recalculer la masse d'hélium qu'il faut injecter dedans. Vous allez voir, il faut injecter une sacrée quantité d'hélium en fait pour faire cette expérience-là. Ça se chiffre en centaines de mètres cubes. Du coup, donc là j'ai à peu près fini ce que je voulais faire sur la partie de cours. Si je reviens un petit peu en arrière, il y avait cet exercice qui traînait là-haut. C'était l'activité 6. En fait, le but de l'activité 6, c'était juste de vous faire réviser un peu la méca. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous le fassiez chez vous. Et puis, je mettrai un corrigé dessus. C'est juste une petite révision de méca sur les coefficients de frottement. Et il restait quand même deux autres petites choses à faire. C'était la fin du TD20. Tac. Qu'on va mettre tout de suite. Hop. Et hop. Alors c'est les deux derniers exercices du TD20 qu'on n'avait pas encore corrigés, qui sont des exercices dans lesquels il y a des équilibres liquide-vapeur. Donc je reviens un petit peu en arrière. Je fais ça rapidement parce que c'est pas très très long. Alors on commence par l'exercice 3. Donc vous avez une enceinte qui a un volume de 20 litres que vous pouvez modifier en utilisant un piston. Vous maintenez tout ça à 100 degrés. On fait comme hypothèse que toutes les vapeurs sont des gaz parfaits, et on fait comme hypothèse que le volume de liquide est très faible. Donc le volume de vapeur, c'est quasiment tout le volume. Au départ, le cylindre est vide, on injecte de l'eau, et on vous demande quelle masse on peut injecter pour que l'eau reste sous forme de vapeur, sachant que le volume est connu. Hugo, normalement la correction est même déjà sur le drive, j'ai déjà dû la mettre. D'accord? Alors comment on fait pour répondre à cette question? C'est assez simple, on va dire qu'en fait on peut injecter de la masse tant que la pression de gaz est inférieure à la pression de vapeur saturante. Dans ce cas-là, tant que la pression est inférieure à la pression de vapeur saturante,
on aura un équilibre sous forme vapeur. Et dès qu'on atteint la pression de vapeur saturante, on se récupère quoi? On se récupère un équilibre liquide-vapeur. Donc pour trouver la masse maximum, je me place à la pression de vapeur saturante, ce que j'ai fait là. Donc j'ai écrit l'équation d'état des gaz parfait, en supposant que la pression était la pression de vapeur saturante, et ça me donne une masse de 12 grammes. Ok? Deuxième question facile, si la masse est plus petite que Mmax, sous quel état se trouve l'eau? Ça c'est évident. Hein. Si vous avez une masse qui est plus petite que Mmax, vous avez une pression qui est inférieure à la pression de vapeur saturante. Donc si je dessine un petit diagramme pression-température pour illustrer, je suis à une température qui est fixée. À 12 grammes, on était ici. La température est fixée, donc je me déplace forcément verticalement, comme ça. Si je baisse la pression, je me retrouve ici, et ici, c'est la phase vapeur. Là, c'est la phase liquide. D'accord? Donc je récupère une vapeur sèche. Maintenant, on va fixer la masse et on va changer le volume. Donc on va diminuer le volume pour atteindre un point de la courbe de Rho2. Donc ça, c'est évident aussi. Si vous diminuez le volume, vous augmentez la pression. Donc si vous augmentez la pression, vous allez vous retrouver sur la courbe de Rho2. Donc la question 4, on part d'une masse de 5 grammes. Donc on part d'une masse où au départ on n'avait que de la vapeur. On vous demande le volume à obtenir. C'est à peu près le même raisonnement que la question 1, mais pas dans le même sens. Donc cette fois-ci, il faut isoler le volume. Il faut prendre la masse de 5 grammes. Ça vous donne le volume qui est donné ici, c'est 8 litres et demi. Et la question d'après, on vous demande de trouver donc le titre massique. Donc on a une masse de 20 grammes au départ. Donc cette fois-ci, dès le départ, on est au-delà des 12 grammes. Donc on a un équilibre liquide-vapeur. Et on vous demande de trouver le titre massique. Donc pour ça, la stratégie, c'est je calcule la masse de vapeur et je divise par la masse totale. Masse de vapeur que j'obtiens en écrivant encore l'équation d'état. Vous voyez, on écrit tout le temps l'équation d'état. Et le titre massique, c'est masse de vapeur sur masse totale. C'est facile. Ok, cet exercice-là, il n'est pas très dur. Faut juste bien lire l'énoncé pour bien le faire dans l'ordre. Alors là, les volumes, je les ai laissés en litres. C'était pas très gênant, mais vous pouvez les mettre en mètres cubes si vous voulez. Ouais. En thermo, on peut garder des trucs en litres quand même. Exercice 4. Un petit peu plus... Alors, pas très difficile non plus, mais pareil, il faut pas se planter sur les vapeurs. Sur les valeurs, pardon. Là, c'est la problématique de l'évaporation de l'eau. Donc, vous avez une pièce qui a un grand volume, 40 mètres cubes, et vous posez un petit verre de 200 ml d'eau liquide. La question, c'est est-ce que l'eau liquide va rester dans le verre ou est-ce que l'ensemble va se transformer sous forme de vapeur? On vous dit la pièce, elle est à la pression atmosphérique et son degré d'hygrométrie est 60%. Et on vous donne la pression de vapeur saturante à 20 degrés. Donc, déjà notez la valeur, 2,3 kPa, c'est une valeur qui est très faible. C'est pas du tout la pression atmosphérique. Ça, c'est la pression de vapeur saturante à 20 degrés. C'est pas la pression de vapeur saturante à 100 degrés. Calculer la quantité d'eau initialement contenue dans l'atmosphère. Donc là, on se sert de cette information-là. On vous donne le degré d'hygrométrie. À partir de cette info, on peut trouver quelle est la pression partielle de l'eau. C'est le degré d'hygrométrie fois la pression de vapeur saturante, par définition. Et de la pression partielle de l'eau, on peut trouver la masse d'eau, qui est exprimée ici. Ça, c'est à peu près le même raisonnement qu'à l'exercice d'avant. D'accord ? Donc au départ, sous forme vapeur, il y a déjà 408 grammes d'eau présente dans la pièce. Montrer que toute l'eau s'évapore. Alors pour ça, l'idée c'est de dire, on fait un raisonnement avec une hypothèse de départ, on suppose que tout s'évapore et on vérifie que c'est cohérent. Donc si on suppose que toute l'eau s'évapore, ça veut dire qu'à la fin, on récupère 608 grammes de vapeur. On va calculer la nouvelle pression partielle, ici, et on va la comparer à la pression de vapeur saturante, ici. Comme la nouvelle pression partielle elle est plus petite que la pression de vapeur saturante, on en déduit qu'on est bien dans un état final où toute l'eau est sous forme de vapeur. Et on peut calculer le nouveau degré d'hygrométrie en recalculant la nouvelle pression partielle sur la pression de vapeur saturante. On vérifie que c'est inférieur à 1. D'accord ?
troisième question, ce qui est la question où on veut saturer la pièce en eau. Donc pour saturer la pièce en eau, là le point de départ, c'est je veux un degré d'hygrométrie finale qui soit de 1. Donc de ça, je calcule quelle doit être la masse totale d'eau-vapeur dans ma pièce. Je trouve 680 grammes. De ces 680 grammes, j'en avais déjà 400, je ne sais plus combien au départ. Je trouve... Oui, Lynn, c'est le degré d'humidité. Je trouve à partir de ça la masse d'eau liquide qu'il me fallait et j'en déduis le volume de liquide. Et c'est tout. Ok ? Tous ces exercices-là de cette feuille de TD, ils sont censés être pas très durs. C'est assez guidé, c'est pas très compliqué. La seule chose pour bien les réussir, c'est de bien comprendre ce qui se passe au départ et de bien comprendre la question qu'on vous pose. Les calculs sont faciles. Et ça, c'est un truc à retenir. En thermo, les calculs seront pas très durs. Ils seront beaucoup plus faciles qu'en méca. Par contre, ce qui est dur en thermo, c'est de bien comprendre ce qui se passe et de bien comprendre la situation de départ et où on veut aller. Voilà, donc du coup, ça finit ce que je voulais faire aujourd'hui. Tac.